ont beaucoup échangé et je voudrais faire un petit complément concernant des héritages. Alors, j'aimerais savoir ici dans la salle si quelqu'un, ou si quelqu'un parmi vous, a entendu parler ou connaît ou a connu celui qu'on appelait le docteur Georges Raoul Nicolo. Non. Ah oui, c'est un ingénieur. Nicolo. C'était un Guadeloupéen. Et qu'est-ce qu'il a inventé? C'est le train. Il était le premier savant de l'outre-mer guadeloupéen qui travaillait au commissariat à l'énergie atomique. Et qu'est-ce qu'il a inventé? Que vous utilisez tous les jours. Le train. Solaire. La télécommande de télévision. La télécommande. Comment? La télécommande de télévision. Exactement. Le bloc multicanal, donc qui sert ce qu'on appelle la zapette, la télécommande. C'est lui qui l'a inventé. C'est un Solaire Guadeloupéen. aussi, non, je pense. C'est une invention moderne et il a été le premier candidat à la candidature aux élections présidentielles. Est-ce que ça, vous le saviez? Non. Oui, moi je le sais. Voilà. Et pourtant, on n'en parle pas souvent. Bien sûr. Voilà donc un héritage qui nous est échu. Et si je remonte un peu plus loin dans le temps, disons 3000, 3200 avant Jésus-Christ, qui a entendu parler du roi Narmer. Voilà, c'était un roi Anous, c'est-à-dire un roi noir, et il est celui qui est à l'origine de la grande réunification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte, qui avait pour capitale Memphis et Thèbes. Et cette première unification, par le pacte, le Sematawi, qui est un pacte d'unification, a donné naissance au premier gouvernement que la planète Terre ait connu. Lorsque ce gouvernement a été constitué, il a nommé une Jati, ce qu'on appelle vizir. C'est l'équivalent d'un premier ministre. C'était une femme qui préfigurait ce qu'on appelle aujourd'hui la primature. Donc, une femme, premier ministre du premier gouvernement de la planète Terre. Est-ce que cette histoire, est-ce que ce volet de notre histoire, vous la connaissiez? Cette femme, elle a organisé les circonscriptions administratives, ce qu'on appelait à l'époque des noms, qui préfiguraient les ministères. Elle est à l'origine des ministères de la pêche, le trésor, c'est elle qui l'a constitué également. Elle est également celle qui a fondé ce qu'on appelait à l'époque les Kenbet, qui sont des tribunaux. Est-ce que ça aussi, vous en aviez entendu parler? Donc c'était la préfiguration des tribunaux modernes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, beaucoup d'inventions, des héritages, des inventions, des réalisations ont été mises sur la table. Et la question que j'aimerais poser, que j'aimerais nous poser, qu'est-ce que nous attendons finalement pour agir? Puisque nous sommes des héritiers, nous sommes dépositaires d'un patrimoine extrêmement important. Et aujourd'hui, le monde change, il évolue. Et nous, que faisons-nous? Pourquoi est-ce que Dieu, l'univers, appelons-le comme nous voulons, pourquoi nous avons été désignés pour justement recevoir ces patrimoines? Lorsque nos ancêtres étaient en esclaves, réduits en esclavage, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient extrêmement inventifs. Ils étaient créatifs. Et Moutapam a donné tout à l'heure une liste de réalisations, mais n'oublions pas que nous étions dans une période d'esclavage extrêmement dure. Et plus nos ancêtres étaient malmenés, écrasés, plus ils étaient inventifs. Comment pouvons-nous comprendre ce miracle de la vie?
Et aujourd'hui, nous sommes réunis, nous sommes là, nous entendons des discours, et je pense que ce ne sont pas les premiers que vous entendez, et certainement pas les derniers. La question que j'aimerais qu'on se pose, qu'est-ce que nous attendons finalement de ces rencontres? Qu'est-ce que nous attendons de ces discours? On a parlé de fraternité, j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure, mais comment pouvons-nous développer de la fraternité lorsque le lien social qui permet cette fraternisation, il est rompu ou corrompu à la base? Quel est le ciment de la fraternité? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cela? Qu'est-ce qui permet à une fraternité d'être pérenne, de perdurer, d'exister? Parce que parler de fraternité, c'est beaucoup de choses. On peut dire aimer, aimer c'est un verbe, mais le fruit d'aimer, c'est l'amour. Donc, lorsqu'on parle de fraternité, quel est le ciment de cette fraternité? Très bien. Alors, si nous n'avons pas d'amour pour nos ancêtres, si nous n'avons pas d'amour pour les héritages, les richesses qu'ils nous ont léguées, puisque cela commence par un respect de soi, et si nous sommes capables de nous respecter, nous serons en capacité de pouvoir respecter les héritages ancestraux. Un héritage, c'est un patrimoine. Et ce terme provient du latin patrimonium, du vieux français, je pense de mémoire, c'est le 12e ou le 14e siècle. Donc, le patrimoine, c'est un bien commun qui appartient à une famille. Or, il y a les familles berbères, marocaines, il y a des familles africaines, des familles asiatiques. Chaque famille possède son patrimoine qui lui est propre. Chaque famille, chaque communauté possède son ancêtre. Et cet ancêtre a légué effectivement un savoir-faire. Et ce savoir, il se transmet. Et tout à l'heure, la Kung Fu Girl parlait effectivement de cette transmission orale, de l'oralité. Comment aujourd'hui pouvons-nous conserver, préserver justement oralement cette transmission que nous recevons de la sagesse des ancêtres? Comment faisons-nous? Nous ne travaillons plus notre mémoire. Aujourd'hui, on a parlé de l'intelligence artificielle, quelque part commence à remplacer l'homme. Or, quand on parle de mémoire, c'est aussi le souvenir. Et un souvenir, ChatGPT ne peut pas entrer dans notre cerveau. Et même le projet Neuralink d'Elon Musk ne pourra rien faire par rapport à la dimension des archives akashiques où sont consignées l'histoire même de toute l'humanité. Or, nos ancêtres ont toujours été là pour transmettre. Et j'ai beaucoup aimé quand on disait qu'ils ne sont pas morts. Effectivement, ils vivent sous une autre forme. Ils sont venus sur Terre, nous sommes venus sur Terre, dans un corps, puisque nous sommes à la fois une âme et un corps, mais ce corps n'est rien d'autre qu'un véhicule limité dans un espace et dans un temps. Lorsque nous accomplirons notre mission, ce pourquoi nous avons été créés, à ce moment-là, nous pourrons repartir, accomplir une autre mission. Mais en attendant, que faisons-nous? La nouvelle génération, nos jeunes, nos enfants, qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Qu'est-ce que nous allons leur laisser? Effectivement, il y a le patrimoine matériel, ce sera là, mais un jour ça peut être détruit. On a eu le cas en Syrie, on a eu le cas dans beaucoup de pays où le patrimoine archéologique, artistique, il peut être détruit. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas détruire. C'est la mémoire, c'est le souvenir, c'est ce que nous sommes capables de concevoir avec l'intelligence, avec le savoir que Dieu, le créateur de toutes choses, a donné à chaque être humain. Et si nous ne sommes pas capables de pouvoir développer l'instinct d'amour qui unissait nos ancêtres, toutes les tentatives, tous les projets que nous pourrions mettre sur pied seront voués à l'échec. Comment est-ce que je peux traverser la rue,
aller au bord de mer, ramasser des bouteilles de plastique avec mon voisin ou ma voisine, alors que je la déteste ou je le déteste. Comment est-ce possible? Et on vient parler de fraternité. Lorsque mon ego est surdimensionné, ou lorsque je ne suis pas capable de pardonner, comment est-ce que je peux effectivement développer une relation à la fois fraternelle, sociale et humaine? On le voit dans tous les domaines, en politique, en justice, en éducation, dans les arts. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'égoïsme. Et on vient ensuite, chacun tire la couverture pour soi en disant « ça c'est moi qui ai fait, ça j'ai inventé, ça c'est ceci ». Alors est-ce qu'il ne serait pas temps à un moment donné de faire preuve de sagesse, d'humilité, de revenir aux fondamentaux? Faisons le recensement de tout ce que nous avons. Mettons les choses à plat. Mais il ne suffit pas de rester fossilisé dans le passé. Oui. Mais il faut se réapproprier de notre histoire, recenser effectivement tout ce patrimoine, tout ce que nous avons, savoir qui nous sommes. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Une fois que nous avons conscientisé qui nous sommes, eh bien à ce moment-là, nous pourrons répondre à la question pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous avons été envoyés sur cette terre que Dieu a donnée à l'homme. Ce n'était pas dans le but de la détruire. Lorsque les religions viennent s'imposer, parce qu'on a parlé de l'esclavage à un moment donné, mais il y avait 3 nations qui avaient 3 projets de colonisation extrêmement violentes. Il y avait la France, avec la mission civilisatrice. Il y avait le Royaume-Uni, avec le White Man's Burden. Et il y avait les États-Unis, avec le Manifest Destiny. Mais lorsque ces projets politiques ont été mis en place, il y a eu un volet religieux également. C'est-à-dire qu'on met en place des missionnaires qui vont partir. D'un côté, on aura la prédation économique, le vol, le pillage, les meurtres, les assassinats. Mais de l'autre côté, la mission, les missionnaires vont déculturer un peuple. Et lorsqu'on détruit la culture d'un peuple, on anéantit son identité. Et un peuple sans identité est un arbre sans racines qui ne peut tenir debout pour atteindre les sommets. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment entendu de discours. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup de colloques, beaucoup de symposiums, de tables rondes qui s'organisent à travers la Terre, à travers la planète. Mais à un moment donné, il est temps de bouger, il est temps d'aller. Nous avons eu des reines, nous avons eu des princesses, nous avons eu des Amazones, il y en a une à côté. Nous avons eu des femmes capables de gérer, de tenir tête. Nous avons eu des femmes diplomates. Et lorsque l'Europe était à la traîne, l'Afrique était déjà bien avancée. Et avant l'esclavage, il y a une histoire africaine. Celle-là, on ne la raconte pas non plus. On reste toujours sur la période d'après l'esclavage. Lorsque Colomb est arrivé aux Antilles, on oublie de dire que 150 ans avant l'arrivée de Colomb, des Africains voyageaient déjà dans toutes les Caraïbes. Ils occupaient les terres, ils se sont installés, ils transactaient. Et ceux qui étaient sur place, les Ararois, leur donnaient les terres, leur apprenaient les rudiments de la culture locale. Il y avait des échanges commerciaux qui se faisaient entre l'Afrique et la zone des Caraïbes 200 ans avant, et avant même l'installation des premiers comptoirs coloniaux au XVIe siècle. Donc l'Afrique, elle a une histoire. Et je crois que c'est cette histoire que nous devons retrouver. Et cela me fait penser à un proverbe chinois qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. » D'où tu viens. Eh bien, retourner d'où nous venons ne signifie pas que nous devons y rester. Mais c'est simplement pour redécouvrir le parcours que nos ancêtres ont fait, comprendre ce qu'ils nous ont légué et voir à quel moment nous avons bifurqué, à quel moment nous avons perdu notre direction. Lorsque nous allons trouver effectivement le moment où nous avons bifurqué, nous aurons l'intelligence, la capacité de changer de cap pour entrer dans le nouveau millénaire qui s'annonce.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.